J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Mio Janvier, qui est astrophysicienne à l'Agence spatiale européenne, spécialiste de la physique solaire et plus particulièrement de l'impact de l'activité du Soleil sur la Terre en particulier, mais pas seulement, sur le système solaire dans sa globalité. Vous êtes impliqué, Mio Janvier, dans la mission Solar Orbiter, dont on a entendu parler notamment dans les pages de Ciel et Espace ou sur le site web, si vous suivez l'actualité spatiale sur notre site. C'était en 2020, et vous travaillez aussi avec de nombreux autres instruments, justement, dans le cadre de cette mission. C'est ce que vous m'expliquiez à l'instant, avant qu'on entre sur scène. Vous avez publié récemment Les secrets du Soleil, donc c'est un livre que je conseille vraiment à tout le monde, si vous ne l'avez pas encore lu, qui a reçu le prix Ciel et Espace du livre d'astronomie 2024. Voilà. Écoutez, je n'en dis pas plus, je vous laisse le micro pour 1 heure. Très bonne conférence. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à toutes et à tous d'être ici aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Alors pour la petite histoire, moi, ça fait des années que je ne suis pas venue, mais je suis quand même venue il y a très très longtemps quand j'étais encore étudiante. Et je me rappelle avoir été fascinée par toutes les présentations que j'avais vues à l'époque. Je ne comprenais pas forcément tout. Mais voilà, ça me fait énormément plaisir d'être ici aujourd'hui en votre compagnie. Alors je voulais commencer par une petite vidéo. J'espère que le son va marcher. On a fait un petit test tout à l'heure. Ça ne marche pas. Je passe ici. Voilà. Alors ce que vous voyez ici, c'est une vidéo que j'ai prise à partir de mon téléphone portable. En fait, il fait beaucoup plus sombre. C'est juste que la caméra, elle capte beaucoup plus la luminosité ambiante. En fait, ce qui se passe, je ne sais pas si vous voyez juste à côté, c'est l'éclipse totale du Soleil qui a eu lieu le 8 avril de cette année. Donc nous étions au Texas avec certains et certaines de mes collègues, j'en vois un dont on a partagé ces beaux moments. Alors encore une fois, ici, la caméra capture beaucoup plus de lumière que ce que l'on peut voir avec nos yeux. C'est un phénomène extrêmement fascinant. Si vous avez l'occasion d'en voir une dans votre vie, je vous conseille absolument d'aller en voir. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de présentations lors de ces journées sur les éclipses en particulier. Et donc, allez-y, allez vous renseigner sur comment en voir une. Mais je dirais que la raison pour laquelle je voulais vous montrer cette vidéo, c'est parce que, alors évidemment, ça se transmet peu avec la vidéo en elle-même, mais j'aimerais vous faire sentir en fait le frisson que l'on a eu toutes et tous en voyant en fait l'objet de notre étude. Enfin, je dis notre étude, moi et certains et certaines de mes collègues. On a vu ce halo lumineux tout autour du Soleil que l'on peut voir ici sur cette image et sur celle un peu plus zoomée du Soleil, qui est donc l'atmosphère du Soleil. Alors j'ai une autre belle image que je montre ici, qui a été bien processée. On voit même les contours de certains cratères de la Lune, le disque lunaire qui vient recouvrir le disque solaire. Et encore une fois, c'est l'une des seules fois où on peut vraiment voir l'objet d'étude de mes recherches, qui est donc l'atmosphère du Soleil. Alors vous voyez que c'est très structuré. J'aime apparenter cela à, en quelque sorte, ma chevelure, les bons jours, qui est bien lisse au niveau des pôles du Soleil, et les mauvais jours, qui est très emmêlé, que l'on voit plutôt dans la zone équatoriale du Soleil. Alors si le pointeur laser marche, on voit également des structures un peu plus rosées, rouges, donc des structures que l'on appelle des protubérances, qui sont en quelque sorte de la matière suspendue au-dessus de la surface du Soleil. Cette atmosphère-là, cet aspect brumeux, elle constitue une sorte de couronne autour du Soleil. Et donc on ne va pas chercher notre vocabulaire plus loin, puisqu'elle ressemble à une couronne, on va l'appeler la couronne solaire. Il faut savoir que la couronne solaire, elle n'a pas été observée que récemment. Ça fait déjà des siècles que l'on l'observe lors des éclipses. Et j'ai retrouvé, en fait, dans certaines des archives, la première mention vraiment de la couronne solaire dès 1968, après Jésus-Christ. Et également une mention des protubérances. Alors il y avait déjà des mentions, mais dont on n'est pas forcément sûr de si c'était vraiment des protubérances, mais déjà dans des almanachs chinois, et en particulier l'éclipse du 1er mai 1185 qui apparaît dans des écrits russes.
Donc voilà, encore une fois, ça fait des siècles qu'on regarde le Soleil, qu'on voit ces structures-là qui apparaissent. Et je ne sais pas si vous avez vu dans le titre de ma présentation, j'avais marqué en sous-titre « L'Odyssée solaire » pour vous montrer en fait les différentes étapes de la compréhension du Soleil. Et donc on fait un bond des siècles plus tard où on commence à voir la technologie, en quelque sorte la technologie qui nous permet de prendre des clichés vraiment somptueux du Soleil. On voit ici ces protubérances qui sont donc ces structures suspendues au-dessus de la surface solaire. Donc ça, c'est un cliché qui a été pris dans les années 40 aux États-Unis, donc un observatoire qui est dans le Colorado. Et sachez que, alors peut-être que certains d'entre vous sont des amateurs et des amatrices de notre Soleil et observent dans leur jardin, j'en connais quelques-uns, quelques-unes. Et sachez que bien maintenant, on peut prendre des clichés absolument formidables du Soleil, et notamment de ces structures, à partir de son jardin. Et j'ai retrouvé des clichés, alors bon, maintenant on en trouve pas mal sur Internet, mais en particulier de cette personne, Andrew McCarthy, qui prend des clichés absolument phénoménaux de notre Soleil. Et on voit donc ces structures qui sont suspendues. Alors quand on les voit plutôt sur le disque, on appelle ça des filaments. Mais c'est la même chose, ce sont ces grandes protubérances qui sont suspendues au-dessus de la surface solaire. On en voit plein. Et donc on peut... voilà, si jamais vous avez un télescope qui vous permette de faire ça, je vous encourage à regarder le Soleil. Alors pas directement avec vos yeux, bien évidemment. Alors les éruptions solaires, les éclipses solaires sont aussi l'occasion de regarder un peu plus loin dans la couronne. Et dans certains cas, dans certaines de ces éclipses, on peut apercevoir des structures un peu plus complexes que cette chevelure plus ou moins emmêlée. Des structures comme on peut le voir ici en ovale. Donc ça, c'est un dessin qui a été fait lors de l'éclipse du 10 juillet 1860. Donc on a plusieurs de ces dessins. À ce moment-là, la communauté scientifique commence un peu plus à s'organiser et à prendre des dessins plus ou moins précis de l'atmosphère du Soleil. Et sachez que maintenant, on prend également ce genre de clichés et on voit également ces structures un peu ovales de l'atmosphère du Soleil. Et ça, je vais en parler un peu plus précisément parce que c'est vraiment l'objet de mes recherches, qui est ce que l'on voit en fait ici, c'est la graine de tempêtes, des tempêtes solaires qui sont projetées dans le système solaire et qui va donc faire la pluie et le beau temps dans notre système solaire. Donc ça, c'est un cliché, une photographie qui a été prise lors de l'éclipse solaire en Argentine en 2020. J'avais prévu d'y aller, mais malheureusement, on était en plein confinement et je n'ai pas pu me déplacer. Voilà, donc on a parlé de ce qui se passe lors des éclipses, dans cette couronne, dans cette atmosphère solaire. Mais pour vraiment comprendre ce qu'il se passe, je vais revenir à des concepts un peu plus physiques, et en particulier au concept de lumière. Donc la lumière peut être caractérisée comme étant une onde. Alors je ne vais pas parler de la dualité onde-particule, etc. Ici, je vais vraiment caractériser la lumière comme étant une onde. Alors vous avez sans doute entendu parler de la lumière visible. La lumière, généralement, quand on en parle, c'est la lumière que nous, en tant qu'êtres humains, dont on fait l'expérience. Et c'est celle que l'on peut vraiment capter avec nos yeux. Mais en fait, la lumière, c'est bien plus que ça. C'est une onde qui va aussi avoir des fréquences, ce qu'on appelle aussi des longueurs d'onde, dans d'autres domaines que l'on ne peut pas percevoir, que l'on ne peut pas voir directement avec nos yeux. C'est le cas, par exemple, des ultraviolets, des infrarouges. Alors, il faut savoir que certains animaux peuvent voir dans l'infrarouge, nous non. Et donc, on a tout ce spectre lumineux, l'infrarouge, la lumière visible et les ultraviolets, qui correspondent, encore une fois, à ce qu'est la lumière. On peut aller encore au-delà. La lumière, c'est aussi d'autres ondes, des rayons X, des rayons gamma. On connaît les micro-ondes et aussi les ondes radio. Et en fait, tout ça, c'est ce qui va caractériser le spectre lumineux. Et donc, le Soleil, comme toutes les autres étoiles, quand elles émettent de la lumière, dans le sens physique vraiment de ce qu'est la lumière, c'est vraiment tout ce spectre lumineux, et pas seulement la lumière visible que l'on voit avec nos yeux. Et je fais encore un petit bond en avant sur la question physique de la lumière, c'est qu'on peut apparenter cette lumière, cette caractérisation du domaine lumineux, donc que ce soit, encore une fois, la lumière visible, les rayons X, etc., à un équivalent en température. Donc, les étoiles en particulier, on les apparente à ce qu'on appelle des corps noirs, et suivant
là où elles émettent le plus, en fait, ça correspond à des températures qui sont différentes. Donc si on aperçoit un spectre dans la lumière visible, les températures correspondantes, les structures qui émettent dans ces longueurs d'onde sont à peu près à quelques milliers de Kelvin. Donc Kelvin, c'est l'unité que l'on utilise pour les températures. À quelques milliers, des dizaines de milliers, en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre les Celsius et les Kelvin. Et vous voyez que quand on voit de la lumière en rayon X qui s'émane des étoiles, là on parle de structures qui émettent à plus de 10 millions de Kelvin. Et ça va être très important, c'est pour ça que j'insiste un peu dessus, pour comprendre l'un des grands mystères de la physique solaire. Alors revenons un peu à notre domaine qui nous est familier, la lumière visible. Le Soleil, si on pouvait le voir directement avec nos yeux, ce qu'il ne faut absolument pas faire, mais si on le voyait directement avec nos yeux ou si on le capte en lumière visible avec des télescopes, c'est ce que l'on voit. Et en fait, qu'est-ce que l'on voit? Si je reviens à mon petit diagramme ici, la lumière visible, en fait, je peux la relier à des structures qui émettent dans une certaine température. Et la surface du Soleil, que l'on voit donc en lumière visible, est en effet une structure qui émet à quelques 6000 Kelvin. Donc ça, c'est notre Soleil en lumière visible. On peut même prendre des clichés du disque entier du Soleil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi des structures qui apparaissent. J'en parlais un peu plus en détail, mais avant de rentrer dans ces structures-là, que l'on appelle des taches solaires, je vais revenir à la lumière et en particulier à comment est-ce qu'on peut détecter l'empreinte de notre Soleil. La manière dont on va faire ça, c'est qu'on peut décomposer la lumière. Donc si je reviens un peu à ce diagramme que j'avais présenté avant, on a la lumière visible, on a l'ultraviolet. Vous voyez qu'on peut décomposer la lumière visible en plein de couleurs différentes. En fait, ça, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel que l'on connaît très bien et que l'on connaît très bien en fait depuis Newton et autres physiciens assez fameux qui ont travaillé sur ce que l'on appelle la spectroscopie. La spectroscopie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est regarder le spectre lumineux du Soleil. Alors, on connaît très bien cet effet arc-en-ciel qu'on voit dans notre vie quotidienne. Mais en fait, la spectroscopie, elle peut s'appliquer aussi aux longueurs d'onde que l'on ne voit pas normalement avec nos yeux, les ultraviolets, les infrarouges, etc. Et donc, en regardant le spectre lumineux des étoiles, en fait, ce que l'on voit, c'est que ce spectre n'est pas complètement continu. On a des bandes, on a des endroits en fait, où le Soleil émet moins ou émet plus, ce qu'on appelle des raies d'émission ou d'absorption. Donc, je montre un exemple ici du spectre lumineux du Soleil. On a des bandes qui apparaissent plutôt foncées. Et donc j'ai donné aussi un autre exemple ici, qui est un autre type d'étoiles qu'on appelle des étoiles, des naines blanches, ainsi que des géantes. Et vous voyez qu'en fait, elles ont des raies noires qui apparaissent plus ou moins à des endroits différents, plus ou moins grosses, etc. Et en fait, qu'est-ce que c'est ça? C'est un spectre qui est en quelque sorte l'empreinte digitale des étoiles. Et ça va être vraiment intéressant parce qu'en regardant les empreintes digitales, ça va nous permettre de comprendre la composition des structures qui émettent dans certaines longueurs d'onde. Alors pourquoi je vous mentionne ça? Eh bien, pour plusieurs raisons, parce que plus tard je vais vous montrer des clichés dans des longueurs d'onde vraiment différentes. Mais tout d'abord, pour comprendre que si on revient à ces taches solaires, donc là c'est un beau zoom sur ces taches solaires, eh bien on peut regarder en fait le spectre lumineux qui nous vient de ces taches solaires. Alors ça, ce sont des vraies images, des vraies images qui sont prises. Alors celle-ci, elle a été prise depuis le télescope solaire suédois, qui ne se situe pas non pas en Suède, mais aux îles Canaries. Et en fait, c'est un cliché à très haute résolution spatiale où l'on voit donc cet œil, en quelque sorte, cette zone très très sombre, la pénombre que l'on voit autour de cette zone ombrée, et on voit aussi plein de choses autour qui bougent. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'encore une fois, on regarde la surface du Soleil. Alors, la raison pour laquelle on voit ces taches en étant plus sombres, c'est parce qu'elles sont moins chaudes, sont moins denses. Je vais expliquer pourquoi juste un instant. Mais ce que je veux montrer ici aussi, c'est qu'on a plein de petites structures qui nous permettent de sonder, en quelque sorte, le début de l'intérieur du Soleil. Et ce que l'on voit ici, c'est ce qu'on appelle des granules. Et en fait, ce que c'est vraiment des mouvements de convection de matière, un peu comme quand vous faites bouillir de l'eau dans une casserole et que vous avez cette eau qui bout, ces bulles qui éclatent à la surface. C'est ce qui se passe en fait sur le Soleil, sauf qu'au lieu d'avoir de l'eau, en fait, on a de la matière solaire très 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 chaude, où les éléments ont perdu ce qu'on appelle des électrons. Donc en fait, on a une matière ionisée, ce qu'on appelle du plasma, qui va
être chauffé plus profond à l'intérieur du Soleil et va en quelque sorte faire éclater ces bulles à la surface du Soleil. Maintenant, si je reviens à mon aspect plutôt lumineux, si je regarde la lumière qui vient de ces régions-là, en fait, je m'aperçois que le spectre lumineux est un peu plus compliqué que dans les zones à côté. Donc on avait ces raies, j'avais parlé tout à l'heure, qui sont en quelque sorte les empreintes digitales des éléments qui émettent. Et dans ces régions qui sont très sombres, on voit que les raies en fait, se dédoublent. On sait maintenant que la raison pour laquelle on a ce dédoublement de raies, c'est à cause de la présence d'un très très fort champ magnétique. Et donc, cela me permet maintenant d'introduire un élément omniprésent dans l'atmosphère du Soleil, qui est son champ magnétique. Alors, ça nous permet en fait de cartographier le champ magnétique de la surface solaire. Et on peut le faire sur le disque entier, c'est par exemple ce que l'on a ici. Donc on voit maintenant le Soleil vraiment de manière très différente. C'est un peu comme si vous passiez derrière des sortes d'écrans, je ne sais pas si vous avez vu ça dans les cartoons, dans les BD, où on voit quelqu'un passer derrière un écran de rayon X, on voit juste les os en quelque sorte. C'est un peu ça, on regarde ici l'os magnétique en quelque sorte de la surface solaire. On voit que les taches solaires en fait s'apparentent à des endroits où on a de très fortes concentrations de champs magnétiques. Alors je ne rentre pas trop dans les détails, mais comme un aimant que vous avez sur le frigo, je ne sais pas si vous avez déjà joué avec ces deux aimants et essayer de voir s'ils peuvent se rapprocher ou alors s'éloigner. On a ce qu'on appelle un pôle sud et un pôle nord. Et en fait, chacune de ces structures, en blanc ou en noir, représente un pôle sud et un pôle nord du champ magnétique. Donc on a maintenant, grâce à la lumière, la capacité de regarder des structures qui émettent à des températures différentes, mais qui sont aussi apparentées à des champs magnétiques différents. J'ai montré qu'on pouvait cartographier le champ magnétique au niveau de la surface solaire. Malheureusement, on n'a encore pas on a la capacité, mais c'est quand même très difficile, du fait que l'atmosphère soit très ténue. On n'a pas vraiment la mesure du champ magnétique dans l'atmosphère du Soleil. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut, à partir de ces cartes, essayer de reproduire, de modéliser le champ magnétique solaire en 3 dimensions. C'est ce que l'on a ici. Donc là, on a cartographié le champ magnétique à partir d'une vraie carte, donc au niveau de la surface du Soleil. Et là, on va voir comment se comporte ce champ magnétique. En fait, on va le tracer par des lignes. C'est un peu comme quand je fais tomber la pomme de Newton par terre. Je ne peux pas voir le champ gravitationnel, mais je peux tracer la direction dans laquelle il va. De la même manière, en fait, je peux tracer ce champ magnétique. Mais jusqu'où va ce champ magnétique? Si je regarde dans cette image ici, si vous vous rappelez aussi l'image de l'éclipse, en fait, on voit ces sortes de stries qui s'éloignent des pôles du Soleil, qui sont un peu plus fermées ici. Mais on peut se demander, mais jusqu'où vont ces lignes qui vont tracer ce champ magnétique? Et donc, pour répondre à ces questions, en fait, il va falloir faire un bond en avant. Donc, à partir du moment où on a commencé la spectroscopie, à comprendre un peu plus le champ magnétique solaire, etc. On fait un bond de quelques dizaines d'années. Maintenant, on est au milieu du XXe siècle. Et vers la fin des années 50 et le début des années 60, c'est l'avènement de l'ère spatiale. On commence à envoyer des sondes dans l'espace. Et en fait, les premières sondes qui vont s'éloigner un peu plus de la Terre, qui vont regarder l'environnement spatial de la Terre, plus tard aller à l'encontre d'autres planètes, les planètes Vénus par exemple, vont passer du temps dans le milieu entre les planètes, ce qu'on appelle le milieu interplanétaire. Ces sondes, elles ont à bord des instruments qui vont nous permettre de mesurer le champ magnétique ambiant, un peu comme si j'avais une boussole dans l'espace. Je vais aussi avoir des instruments qui vont me permettre de mesurer la température ambiante, la pression, donc une sorte de baromètre de l'espace. Et en fait, en transportant ces instruments, on s'est rendu compte que le milieu entre les planètes n'était pas complètement vide. En fait, il a à l'intérieur des particules et du champ magnétique qui se propagent dans une certaine direction. C'est ce que l'on appelle le vent solaire que l'on voit ici dans cette petite animation. Donc on avait la couronne tout à l'heure que l'on a vue lors des éclipses. Et en fait, beaucoup plus loin, on a cette émanation du vent solaire qui va transporter un écoulement constant de particules chargées et de champs magnétiques, enfin pas forcément que chargées d'ailleurs, des particules neutres aussi, depuis le Soleil jusqu'où? Jusqu'où va ce vent solaire?
Là, j'ai fait un bond encore d'une dizaine d'années, on est dans les années 70, et on envoie des sondes en fait, vers le loin. On va aller explorer les planètes du système solaire beaucoup plus loin que Vénus, Mars, etc. On va aller voir Jupiter, Saturne, avec notamment 2 missions sœurs, en quelque sorte, les 2 sondes Voyager. Donc, vous voyez qu'elles sont parties à quelques semaines d'écart dans les années 70, enfin, fin des années 70. Il y en a une que l'on va en quelque sorte sacrifier, qui va partir et qui va sortir du plan d'orbite des planètes, ce que l'on appelle le plan de l'écliptique, et une autre qui va continuer son grand voyage à l'explorer Uranus et puis Neptune. Et bien des années plus tard, en fait, on va voir que l'on commence à sortir du système solaire. Et qu'est-ce que l'on voit? Alors là, ça s'est passé il y a déjà quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, ces sondes-là, elles ont également à bord des instruments qui permettent de mesurer l'environnement spatial de ces sondes-là. Et là, on en voit un exemple. La sonde Voyager 2, par exemple, avait à bord un instrument qui lui permet d'aller capter les particules qui lui arrivent. Et en fait, elle peut discerner des particules qui ont plutôt une origine solaire, qui viennent du Soleil, et d'autres particules qui viennent au-delà du système solaire, ce qu'on appelle plus communément des rayons cosmiques. En fait, on s'est aperçu que bien que leur taux était plutôt constant, à un moment donné, on a une grande divergence. On a bien moins de particules qui nous viennent du Soleil et bien plus de particules qui nous viennent d'au-delà du système solaire. C'est à ce moment-là qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on sortait du système solaire. On a aussi la mesure du champ magnétique et on sait maintenant qu'en fait, ce champ magnétique, ces particules, elles s'étendent en fait jusqu'aux confins du système solaire. Ça peut être une définition des limites du système solaire. Et donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'en fait, nous, les planètes, la planète Terre et nous sur la planète Terre, en fait, on baigne de manière constante dans ce bain de particules qui provient du Soleil, de ce champ magnétique, qui va en quelque sorte former une sorte de cocon magnétique autour des planètes du système solaire, mais autour du système solaire dans son entièreté. C'est ce que l'on appelle l'héliosphère, la sphère d'influence du Soleil. En particulier, là, c'est la sphère d'influence magnétique du Soleil. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais elle a une forme assez particulière. En fait, cette forme, moi, je trouve ça assez fascinant, parce qu'il y a des gens qui vraiment s'intéressent à comment se structure ce champ magnétique. On voit qu'il est bombé d'un côté. En fait, la raison pour laquelle il a une sorte d'hyperbole, enfin comment dire, oui, de forme en hyperbole. En fait, c'est parce que enfin plutôt parabole. C'est parce qu'en fait, ce système solaire, en fait, il bouge en permanence autour du centre galactique. Et en fait, il rentre dans le milieu qu'on appelle le milieu interstellaire, le milieu entre les étoiles. Et en fait, c'est ce qui va façonner la structure de l'héliosphère dans lequel on baigne, donc dans le système solaire. Bon, je suis partie loin. Je voulais parler de l'héliosphère, mais revenons maintenant à notre Soleil, et en particulier à la lumière du Soleil. Et là, je vais vraiment m'intéresser à ce qui se passe au niveau du Soleil. Je vous ai parlé du spectre lumineux, le spectre aussi qu'on appelle électromagnétique. J'ai parlé des différentes zones, donc les zones de fréquence ou de longueur d'onde, de la radio jusqu'au rayon X. Et là, je vais m'intéresser particulièrement aux ultraviolets, voire même aux rayons X. Alors on voit ici, tout en haut, j'ai marqué « Est-ce que les ondes pénètrent dans l'atmosphère terrestre ?» Alors certaines ondes lumineuses, oui, comme le visible, la radio, et puis d'autres non. Les ultraviolets extrêmes, les rayons X ne rentrent pas, en fait on est protégé par l'atmosphère terrestre. Et donc c'est vraiment grâce aux sondes spatiales qui ont transporté à bord des télescopes qui nous ont permis d'avoir des clichés en ultraviolet, que l'on a pu voir le Soleil et qui nous a fait découvrir un Soleil complètement différent de ce que l'on a pu voir juste auparavant en lumière visible. Voilà certains de ces clichés. Donc j'ai voulu montrer des clichés qui ont été pris des années plus tard. Donc on commence dans les années 70 avec la mission Skylab, qui est en quelque sorte le précurseur de la Station spatiale internationale, qui était à l'époque bien américaine, qui avait à bord des instruments, de l'instrumentation solaire. Et puis on a eu aussi la mission japonaise Yoko, qui a été remplacée quelques années plus tard par Hinode. On aura le prochain qui va démarrer dans quelques années. On a aussi des missions de l'Agence spatiale européenne avec la mission SOHO et puis bien récemment la mission Solar Orbiter. Et puis aussi des clichés, je vais vous en montrer beaucoup parce que ce sont des clichés vraiment phénoménaux de la sonde, enfin du satellite Solar Dynamics Observatory qui est donc en orbite autour de la Terre et qui regarde constamment le Soleil
et qui nous envoie en moyenne un cliché chaque 12 secondes depuis 2010. Donc je vous laisse faire le calcul en termes de données. On dépasse bien plus que ce qu'on pouvait faire en fait, avant, en termes de données que l'on a. Donc, à partir de là, maintenant, je vais plutôt m'intéresser aux ultraviolets. Et rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais fait le lien entre les longueurs d'onde et les températures. J'avais parlé de la lumière visible. Et la lumière visible, elle s'apparente à des structures qui émettent plutôt de l'ordre de quelques milliers de degrés ou de Kelvin. Et en fait, quand on commence à partir dans les ultraviolets, les rayons X, la température augmente. En fait, les structures qui émettent dans les ultraviolets, les rayons X, ce sont des structures très très chaudes. Donc, par exemple, ce qu'on appelle les angstroms, ou alors 30,4 nanomètres, qui est la longueur d'onde de la lumière que l'on voit, s'apparente à des structures qui émettent à plus de 50 000 degrés. Et en fait, comme je le marque ici, ça va, si vous imaginez ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé des granules, de ces structures ces bulles en quelque sorte qui éclatent à la surface du Soleil. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'avais dit qu'en fait, on a cette matière solaire qui est chauffée à l'intérieur du Soleil, en quelque sorte, donc à la base de ce qu'on appelle la zone de convection. Cette matière, elle est chauffée, elle va commencer à être transportée vers la surface du Soleil. Donc en fait, on décroît en température entre l'intérieur du Soleil et la surface du Soleil. L'intérieur du Soleil est vraiment le cœur, là où la fusion nucléaire a lieu. On estime que c'est à peu près 15 millions de degrés. Le temps que l'on arrive à la surface, on a décroît en température à quelques 6000 degrés. Et ça, c'est en fait l'expérience que l'on fait tous les jours. C'est ce que j'ai montré ici avec ce feu de camp, où même quand vous allumez votre four, vous savez très bien, surtout en cette période d'automne-hiver, que quand on s'éloigne d'une source de chaleur, les températures sont censées baisser. Or là, ce que je suis en train de vous montrer, ce sont des clichés de l'atmosphère du Soleil. J'avais parlé de la lumière visible, qui est la surface du Soleil, et en fait, je vois quand même des structures qui émettent à plus de 50 000 degrés. Et en fait, ça, ce sont des clichés qui sont pris de l'atmosphère un peu plus au-dessus de sa surface. Et je peux regarder même bien plus loin. En fait, ce que l'on voit, c'est la première couche de l'atmosphère du Soleil qui est extrêmement chaude. Et ça constitue un des mystères de la physique solaire. Alors, ce n'est pas complètement un mystère, hein, bien évidemment, on a des pistes scientifiques, on pense savoir quels sont les mécanismes prépondérants, sauf que on n'a pas encore la capacité de savoir quel est le mécanisme vraiment prépondérant par rapport à un autre, ou est-ce qu'il y en a plusieurs qui ont vraiment lieu, et où est-ce qu'ils ont lieu partout au même endroit. Ce sont des questions qui font partie du cœur de la recherche scientifique à l'heure actuelle. Alors vous voyez que comparé à la lumière visible, donc la surface du Soleil, cette couche que l'on appelle la chromosphère, en fait c'est là où on voyait auparavant ces protubérances, c'est aussi la matière qui vient de la chromosphère, on voit qu'elle est plutôt agitée. On voit qu'on a des petites sortes de petits jets de matière, c'est une sorte de tapis qui bouge un peu comme si vous faisiez un zoom dans la jungle amazonienne et que vous voyez grouiller un peu sur le parterre de la jungle, c'est un peu la même chose que ce que l'on voit ici. Donc c'est ce qu'on a dans la chromosphère, et je voulais aussi vous montrer cette vidéo qui est vraiment très très belle, je trouve. Alors bon, je rentre pas dans les détails, mais ça se passe dans la chromosphère, c'est pour vous montrer la diversité des structures que l'on peut trouver. Là, ce que l'on a, c'est du plasma solaire qui a été chauffé. Donc c'est pour ça qu'il émet. On a cette lumière qui est très intense, qui va venir saturer les détecteurs. On peut vraiment plus voir les structures. Au fur et à mesure que l'on a cette température qui va diminuer, que le phénomène en quelque sorte commence à se stabiliser, on voit de la matière qui retombe, mais elle ne retombe pas partout de la même manière. En fait, elle va suivre des structures, ce qu'on appelle des lignes de champ magnétique. Encore une fois, on a du champ magnétique un peu partout. Et vous voyez que ça ressemble à quoi, vous allez me dire? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Ah, j'entends pas. Ça ressemble à de la pluie. Non, vous n'avez pas l'impression qu'il y a de la pluie qui tombe? Et en fait, on appelle ça de la pluie coronale, tout simplement. De la pluie, il pleut vraiment, véritablement, sur le Soleil. Alors, je vais laisser la vidéo parce que je crois qu'à un moment donné,
on voit la Terre apparaître. Alors, la Terre a été mise, bien évidemment, hein, c'est pas qu'elle apparaît ici, hein, juste pour avoir une idée de la grandeur de ces joueurs. Alors, peut-être qu'elle arrivait avant, mais en gros, la Terre, c'est la moitié de ce zéro, pour vous montrer les échelles de grandeur. Donc, c'est absolument phénoménal. Mais c'est juste aussi pour vous dire qu'il y a des phénomènes comme de la pluie d'éléments très très chauds, de la matière très très chaude sur le Soleil. Donc là, je parle des ultraviolets. Maintenant, si je vais vraiment dans la gamme très chaude des ultraviolets, ce qu'on appelle les ultraviolets extrêmes, voire même les rayons X, on a aussi d'autres structures. Et là, on voit les altitudes plutôt hautes, l'atmosphère haute de l'atmosphère solaire, qu'on appelle la couronne. Je vous ai parlé tout à l'heure de la couronne lors des éclipses. Et là, on a tout un phénomène, j'ai plein de vidéos à vous montrer, mais juste pour vous montrer ici, on a des structures très violentes en fait, qui vont dégazer, en quelque sorte, dégager énormément d'énergie. Et ça, je trouve que c'est assez fascinant parce qu'en fait, on se dit, en regardant juste le Soleil en lumière visible, que c'est une boule de plasma qui n'évolue que très peu. Et en fait, en regardant sa couronne, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui se passent. Alors, je vais revenir dessus, mais avant ça, je vais vous montrer, juste pour que vous compreniez les différentes couleurs. Alors, encore une fois, là, on est dans des gammes de la lumière que l'on ne voit pas avec nos yeux, donc on ne peut pas vraiment dire que c'est du vert ou du rose ou n'importe quoi. En fait, les couleurs que l'on va mettre, ce sont des couleurs artificielles sur des clichés. Donc, en fait, on les choisit comme code de couleur. Ça nous permet, nous, de dire « Ah ben, je sais que le rouge, c'est à tel nanomètre en termes de longueur d'onde ». Mais en fait, ça nous permet aussi de distinguer les différents filtres que l'on peut appliquer au Soleil. Et donc, cette sonde, ce satellite, le Solar Dynamics Observatory, un télescope avec plusieurs filtres qui nous permettent en fait de voir, de sonder l'atmosphère du Soleil à des températures variées. Donc, on a depuis quelques milliers de Kelvin jusqu'à quelques millions de Kelvin. Et donc, ce que je vais vous montrer là dans cette vidéo, vous allez voir, en fait, ce sont des clichés qui ont été pris avec ces différents filtres. Et ça nous permet, nous, en fait, d'utiliser tous ces filtres pour aller sonder les différentes températures et les différentes structures qu'il y a dans l'atmosphère du Soleil. Donc voici un exemple. Alors, on n'est pas obligé de mettre Oh, il y a un peu de son, j'aime bien, parce que moi, ça m'émeut un peu quand même de voir ces très beaux clichés. Donc là, on a ces protubérances que l'on avait vues tout à l'heure lors des éclipses. On a aussi des zones qui sont un peu plus sombres en ultraviolet, ce que l'on appelle des trous coronaux, qui sont des endroits où en fait vont s'échapper le vent solaire. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'avais dit qu'il y a un écoulement constant, et en particulier un vent solaire que l'on appelle un vent solaire plutôt rapide. On a ces grandes boucles qui vont tracer le champ magnétique. On a ces grandes éjections ou ces grandes libérations d'énergie. Je l'avais montré tout à l'heure, ces boucles où on va avoir de la pluie coronale. Et là, on a des filtres encore plus chauds où on voit cette libération d'énergie. Alors là, on a aussi de très beaux rubans où en fait, on a énormément d'énergie qui est libérée. Et en fait, ce que je veux vous montrer ici, c'est que véritablement, le Soleil est un monde à part, en quelque sorte. Il y a énormément de dynamique. Là, il n'y en a pas tout le temps. Hein. Je ne vais pas en parler par faute de temps. En fait, le Soleil a un cycle à peu près de 11 ans, de 11 à 13 ans suivant les cycles. Et en fait, au maximum du cycle, c'est là où on va avoir énormément de libération d'énergie du fait que le champ magnétique soit très complexe. Et en fait, c'est un peu comme si vous entortillez, j'ai comment s'appelle, un élastique à cheveux. Si je tortillais cet élastique à cheveux, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'emmagasiner de l'énergie. Et si je le lâche, en fait, il va se dérouler de la même manière. Le champ magnétique du Soleil va se complexifier, va vouloir se libérer. Donc, si vous avez entendu dans les infos récemment que le Soleil est à son maximum d'activité, ce que l'on veut dire, en fait, c'est qu'il y a énormément de complexité. Il y a beaucoup de ces tâches solaires, il y a beaucoup de libération d'énergie. Alors, pour finir un peu sur la thématique météo, j'avais parlé tout à l'heure du fait qu'il pleut sur le Soleil. Mais il vente aussi. J'ai parlé du vent solaire. J'avais parlé juste avant là, de ces trous coronaux. Donc, ce sont ces zones un peu sombres que l'on voit dans les filtres plutôt chauds de la couronne du Soleil. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un vent solaire. Il y a plusieurs vents. Il y a un vent que l'on caractérise plutôt de rapide et un vent que l'on caractérise plutôt de lent.
Sauf que, en fait, maintenant, on s'est rapproché grâce à des sondes spatiales plus proches du Soleil. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas juste un vent lent et un vent rapide. En fait, il y a toute une gamme de vents entre les deux. Et donc, un des sujets de recherche à l'heure actuelle, c'est vraiment de comprendre d'où vient ce vent, pourquoi est-ce que ce vent se caractérise de manière différente avec des vitesses qui sont différentes. Il y a aussi des tempêtes. Alors oui, je voulais parler en fait des tempêtes ici parce que j'en parle un peu plus tard. Il y a des tempêtes solaires et en fait voilà, il y a plein de choses et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu nommer cette présentation comme le Soleil fait la pluie et le beau temps dans le système solaire. Avant de continuer, je vais vous montrer cette très très belle vidéo que un de mes amis a fait. Il fait beaucoup de processing de vidéos et je la trouve assez formidable en fait parce que ce que je voulais montrer avec cette vidéo, c'est que tout ce que je vous ai montré auparavant, la pluie coronale, la libération d'énergie, les protubérances, alors là on en voit une très belle de protubérance ici, on en voit aussi ici, en fait on en a plein un peu partout. En fait tout ça, ça arrive un peu au même moment. Je vais la repasser ici, on a une protubérance, on a aussi des particules chargées, des nuages qui vont s'échapper de certains de ces endroits. Là on voit des boucles qui se reconfigurent, tout est tout le temps vraiment dynamique. Et on a aussi ici des grandes structures qui vont bouger, qui vont s'ouvrir, se refermer. En fait, on pense que ça aussi, ça peut être la source de vent solaire. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est très dynamique. Et dans la seconde moitié de ma présentation, ce sur quoi je voulais vraiment insister, parce qu'aussi on en parle beaucoup dans l'actualité, c'est sur les éruptions solaires. Alors qu'est-ce que sont que les éruptions solaires? En fait, c'est une libération phénoménale d'énergie. C'est quelques milliards de bombes d'énergie qui est libérée lors de ces éruptions solaires. En fait, on le voit ici dans plein de filtres de la lumière, des filtres de différentes longueurs d'onde. On voit ce flash lumineux qui va venir saturer les capteurs sur nos caméras. Certaines de ces éruptions, elles peuvent s'accompagner de particules énergétiques qui vont être envoyées dans l'espace. Pas forcément, mais dans beaucoup de cas, c'est ce qui se passe. Et dans certains cas, on a aussi ces grandes structures, donc en quelque sorte des protubérances, mais des protubérances éruptives. En fait, on va avoir ces énormes structures qui vont être envoyées depuis le Soleil, être injectées dans le système solaire. C'est ce que l'on appelle des éjections de masse coronale, ce que j'ai marqué ici. Alors, juste pour revenir à cette petite vidéo, là on a zoomé sur une partie du Soleil, et on voit ces énormes nuages magnétisés qui sont envoyés, mais on a aussi la capacité de faire des éclipses artificielles, ce qu'on appelle des coronographes. Alors là, j'ai rajouté l'image d'auparavant, de la diapo précédente. En fait, ce que vous voyez en noir ici, c'est le cache qui nous permet de cacher le Soleil. J'ai rajouté cette image, et tout autour, on va voir la lumière que l'on ne peut pas voir normalement tellement le Soleil est lumineux. Donc on est obligé de cacher le Soleil par une éclipse artificielle. Donc ça me permet de dézoomer sur la tempête que l'on vient de voir. Et on voit que cette tempête, en fait, elle grossit, elle est envoyée depuis le Soleil. Donc la vidéo tourne en boucle. On voit ces énormes structures, elles deviennent même bien plus grandes que le Soleil. On a d'autres caméras qui nous permettent de dézoomer, c'est ce que l'on voit ici. Hop, on passe à un autre champ de vue. On avait cette petite, cette grosse tempête déjà, mais là, elle prend des dimensions phénoménales. On a une planète qui est dans notre champ de vue. Et donc, c'est ce qu'on appelle en fait des tempêtes solaires ou des ouragans de l'espace. Et lors du maximum d'activité, on en a plein. Donc ça, c'est une vidéo qui a été accélérée sur plusieurs jours. C'est une vidéo où le Soleil était très actif en 2003. Alors là, ça n'est pas un ovni. C'est une planète qui passe dans le champ de vue. On a même deux petites comètes, là, je ne sais pas si vous les avez vues, qui sont passées proches du Soleil. Mais ce que vous voyez là, toutes ces sortes de bulles de matière, en fait, c'est vraiment de la matière solaire qui s'échappe du Soleil lors de ces éjections coronales de matière. Elles peuvent s'échapper dans n'importe quelle direction. En particulier, nous, ce qui nous intéresse, ce sont celles qui arrivent en direction de la Terre. Donc, grâce à ce genre d'images, en fait, on les utilise pour faire de la météorologie de l'espace, c'est-à-dire qu'on va constamment regarder le Soleil, voir quand est-ce qu'elle s'échappe, regarder dans quelle direction elles vont s'échapper. Comme on a une idée de la vitesse à laquelle elles s'échappent du Soleil, ça nous permet aussi de prédire à peu près quand est-ce qu'elles vont arriver à la Terre.
Et sur Terre, on a la chance parce qu'en fait, on a une coquille magnétique, un peu comme cette bulle, ce cocon magnétique dont j'avais parlé auparavant pour le système solaire qui est créé par le Soleil. Eh bien, nous, sur Terre, on a aussi notre propre cocon magnétique, la magnétosphère, qui est créée par la Terre. Donc vous voyez que, bon là c'est une vidéo de synthèse, hein, où c'est juste pour représenter ce qui se passe lors de l'arrivée de ces tempêtes solaires. Mais quand on voit, je ne sais pas si vous voyez les lignes de champ magnétique qui vibrent en quelque sorte, ce qui va se passer, c'est que quand le Soleil nous envoie ces tempêtes solaires, le cocon magnétique de la Terre va en quelque sorte vibrer. C'est comme une sorte de cloche que vous tapez. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que des particules qui sont normalement attrapées par la Terre, ce qu'on appelle le côté nuit de la Terre, vont être accélérées et venir frapper l'atmosphère, les particules de l'atmosphère, et notamment au niveau des pôles de la Terre, et c'est ce qui va créer les aurores boréales et les aurores australes. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en voir quelques-unes. Cette année, on a eu beaucoup de chance, surtout à nos latitudes, en fait, du fait de tempêtes solaires assez costaudes, hein, qui ont créé des tempêtes géomagnétiques au niveau de la Terre. Alors, je sais que j'ai des amis de Normandie qui nous ont rejoints aujourd'hui, et en leur honneur, je voulais montrer Mont-Saint-Michel. J'espère que je n'ai pas des amis bretons qui vont me dire que non, ce n'est pas la Normandie. Enfin bon. Bref, le Mont-Saint-Michel, une très belle vidéo de ces aurores qui ont été vues au mois de mai. Il y en a eu aussi récemment en octobre. J'ai eu la chance de voir les deux en fait à des endroits différents. On va dire que c'est assez commun, hein, d'avoir des aurores boréales. Maintenant, des latitudes que l'on trouve en France peu, dans le sens où le cornet auroral en fait a tendance à rester plutôt à des latitudes hautes, donc plutôt Islande, Norvège, etc. Mais ça nous offre des spectacles très chouettes. Et je voulais vous partager cette vidéo, même si c'est pas le cœur de mes recherches, mais que je trouve absolument incroyable. Je vais me taire juste pour quelques secondes. Vous avez reconnu la Station spatiale internationale. On voit les aurores boréales, et ce que j'ai trouvé assez fascinant dans cette vidéo, c'est à quel point les aurores sont aussi très dynamiques. On voit tout le dégradé de couleurs. Et en regardant la vidéo, moi, ce qui m'a vraiment fascinée, je ne sais pas si vous voyez un peu ici et aussi ici, c'est le reflet des aurores sur la structure de la Station spatiale internationale. Donc on voit ici le reflet sur les panneaux solaires et la dynamique de ces aurores que je trouve absolument incroyable. Juste pour ça, j'aimerais aller dans l'espace. Voilà, donc je finis avec les aurores. Et ce que je voulais montrer ici, j'espère que la vidéo passe, voilà, ça c'est une visualisation d'une de ces tempêtes. Donc ça, on peut faire une modélisation numérique de la propagation de ces tempêtes qui va partir du Soleil. Elles peuvent aller à des endroits différents et même venir jusqu'à Jupiter et Saturne. Et en fait, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que de temps en temps, on a de la chance en fait avec tous les satellites, les satellites et les sondes que l'on a qui vont aller explorer des objets lointains. Que ce soit Mercure, là ici Mars, alors on avait aussi Rosetta, la mission Rosetta vers une comète. En fait, on a eu dans le passé une éruption solaire qui s'est transformée en tempête solaire et qui a été détectée à plein de sondes qui étaient à différents endroits dans le système solaire. Et quelque part, moi, j'aime beaucoup cette image du fait qu'on envoie des sondes qui sont un peu perdues dans l'espace, et finalement, en fait, elles sont sœurs de la même expérience qui est le passage de ces tempêtes solaires qui viennent du Soleil et qui se propagent jusqu'aux confins du système solaire, et notamment Voyager a détecté notamment l'arrivée de cette même tempête solaire. Alors sur des planètes, on peut avoir aussi d'autres aurores. Alors certains experts ou certaines expertes dans la salle vont me dire que la plupart des aurores sur Jupiter et Saturne sont plutôt dues aux interactions avec leur lune, mais on peut voir quand même des fois l'influence de certaines tempêtes solaires sur, par exemple, l'intensité de ces aurores sur Jupiter et sur Saturne. Et je trouve que c'est assez chouette en fait de se dire que ce n'est pas parce qu'on travaille par exemple sur les aurores sur Terre qu'on ne peut pas travailler sur d'autres planètes. En fait, il y a plein de similarités et aussi beaucoup de différences qui sont encore à étudier.
Alors sur Terre, on a bien évidemment des effets, enfin, sur Terre ou même sur la Lune. À l'heure actuelle, on parle beaucoup du projet d'aller déposer des humains sur la Lune. En fait, on s'intéresse beaucoup à la météorologie de l'espace dans l'exploration spatiale et notamment dans l'exploration humaine. Et pour la petite info, en fait, donc ça c'est un cliché qui a été pris d'une des missions Apollo. En fait, on s'est rendu compte aussi que il fallait absolument comprendre ces phénomènes, d'avoir une meilleure caractérisation, une meilleure prédiction de ces phénomènes, parce que quand on a ces éruptions solaires, donc j'ai dit auparavant qu'on peut avoir des particules énergétiques qui vont être libérées, des particules énergétiques qui peuvent être très dangereuses si on n'est pas protégé. Et en l'occurrence, sur la Lune, on est beaucoup moins protégé du fait du champ magnétique terrestre, qui, suivant la localisation de la Lune, n'est pas présent. Et en fait, ça, c'est pour vous montrer donc les différentes missions Apollo, donc 7, 8, 9, 10, etc., jusqu'à la dernière, la 17, avec l'intensité de ce qu'on appelle des tempêtes de particules énergétiques solaires. Et on s'aperçoit qu'il y a un niveau fatal. Et il y a un événement en 1972 qui a eu lieu entre les deux missions Apollo 16 et 17 qui aurait pu amener la perte de nos astronautes, je dis nos en termes de l'humanité, entre les deux missions. Donc on a eu en quelque sorte pas mal de chances de les envoyer quand il n'y avait pas de phénomène aussi important. Alors bien évidemment, sur Terre, on a plein de phénomènes comme conséquence des tempêtes solaires, des éruptions solaires, que ce soit sur l'aviation civile, que ce soit les dommages qui peuvent y avoir sur les satellites, la perte d'orbite des satellites, les courants induits sur les réseaux électriques qui peuvent aussi amener à ce qu'on appelle des blackouts. Donc il y a énormément de choses, je ne vais pas m'attarder dessus, mais juste pour vous dire que même si dans mon champ de recherche on va s'intéresser à la physique des choses, à pourquoi ça se passe, en fait les conséquences, c'est véritablement des conséquences opérationnelles. On va prendre le savoir que nous, en tant que chercheurs, on va développer pour pouvoir améliorer notre résistance, en tout cas notre réponse à des événements solaires. Dans les dernières minutes, je voulais quand même vous parler d'une mission qui me tient beaucoup à cœur, la mission Solar Orbiter, qui va répondre à toutes les questions que j'ai posées auparavant, que ce soit pourquoi l'atmosphère du Soleil est aussi chaude, comment se construisent, comment se forment ces régions, ces taches solaires, comment s'échappe le vent solaire, pourquoi est-ce qu'il y a différents types de vent solaire, etc. Et pour répondre à cette question, j'aime faire l'analogie de cette mission comme étant en quelque sorte l'inspecteur gadget des missions solaires. C'est une mission qui est très complète. Elle a à bord 10 suites d'instruments. Et je dis bien suite d'instruments parce que certains de ces instruments en fait, ont des sous-systèmes. Par exemple, il y a des télescopes qui ont plusieurs en fait, sous-télescopes, en quelque sorte, différents filtres, différentes résolutions. Donc là, ce que l'on voit, c'est l'arrière de la sonde qui est protégée par ce bouclier thermique. J'ai une petite animation là où on voit le bouclier thermique avec les portes qui se ferment quand on n'est pas en train d'observer avec les télescopes de manière à les protéger, tellement la radiation du Soleil est intense, et qu'on va ouvrir lors des campagnes d'observation ou lors des programmes d'observation du Soleil. Et derrière, on a ce mât sur lequel on a plusieurs senseurs, capteurs, qui vont aller mesurer, par exemple, le champ magnétique, les particules énergétiques, etc. Alors, j'ai eu la chance de rejoindre la mission plutôt vers la fin, en fait. Je dis la chance parce que voilà, ça a mis quand même beaucoup de temps entre la conception, l'évolution, etc. du projet. Donc ça, c'est juste un cliché de la sonde avant qu'elle ne parte. Donc ça, la plateforme qui a à son bord tous ces instruments a dû être testée. Et là, c'est un cliché de collègues et amis, famille. 1 heure avant, vous voyez là le décompte, 1 heure avant le lancement de la fusée. Donc, on était au Cap Canaveral en Floride, ça a été lancé depuis le centre spatial Kennedy. Et donc, un moment à la fois grandiose et à la fois assez stressant. Encore une fois, moi je dis j'ai eu la chance de participer plutôt vers la fin de la mission, mais pour ceux pour lesquels ça faisait plus de 20 ans de travail, vous imaginez un peu la peur qui se dessine sur leur visage. Et en même temps, un moment aussi de soulagement, parce que maintenant, voilà, c'est-à-dire... Bon, après, il y a les quelques quelques jours et les quelques semaines, on va tester les instruments. Mais voilà, la mission est partie. On a eu un très beau lancement juste au-dessous d'une lune pleine. C'était vraiment formidable. Tout a marché.
quelques semaines plus tard, on était en confinement. Donc, ce qu'on appelle la recette en vol, où les instruments sont testés, etc. Tout a été fait pour beaucoup de personnes depuis chez eux et chez elles, ce que je trouve assez incroyable. Et donc voilà, on est en route, ça fait plus de 4 ans et demi. On est parti en février 2024 et on a commencé la partie scientifique à la fin de l'année 2021. Et donc depuis, chaque année, on observe le Soleil de manière continue, mais on a quand même des programmes d'observation très intenses. Mais comme vous voyez, l'orbite de la sonde que l'on voit ici, elle est assez complexe. En fait, elle n'est pas tout le temps elle n'est pas proche de la Terre. En fait, il faut avoir à la fois la capacité d'observer le Soleil, de stocker à bord toutes les données, mais aussi de pouvoir les envoyer à la Terre. Et donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle en fait, on ne peut pas tout le temps observer le Soleil. Et en fait, c'est une dynamique d'observation qui est très différente de ce que l'on avait fait jusqu'auparavant et qui est plutôt une dynamique de rencontre avec le Soleil plutôt que d'observation continue du Soleil. Petit à petit, en fait, on va sortir du plan d'orbite des planètes et à partir de l'année prochaine, donc vous voyez, à partir de février-mars 2025, on va sortir du plan d'écliptique des planètes et ça va être très intéressant, je vais en parler un petit peu vers la fin, parce qu'on va commencer à voir les pôles du Soleil, ce qui est vraiment génial parce qu'on n'a jamais vu ça jusqu'à présent. Donc on va commencer à partir de l'année prochaine. J'espère que dans la phase de la mission étendue qui aura lieu après 2026, donc à partir de 2027, j'espère qu'on aura les fonds nécessaires pour continuer. On va vraiment regarder les pôles du Soleil. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Alors, on a à bord des instruments qui nous permettent de voir le Soleil en ultraviolet extrême. Alors là, c'est une image de Solar Dynamics Observatory, mais juste pour vous montrer la beauté de cette vidéo, où on voit plein de choses, enfin, j'en ai déjà parlé. Et ça, c'est un zoom sur une des régions. Donc ça, c'est la qualité, juste pour vous montrer la résolution spatiale que l'on a à présent. En fait, on se rapproche tellement du Soleil avec des télescopes qui nous permettent de voir à très haute résolution. En fait, on peut distinguer tous ces petits événements. On se dit que peut-être que ce sont des mini-éruptions, ce qu'on appelle aussi des nano-éruptions, qui pourraient être à l'origine du chauffage de la couronne. Ça nous a permis de prendre le cliché le plus complet en termes de résolution spatiale du Soleil. Et là, j'avais parlé de ces petites éruptions, ces nano-éruptions. Alors, on parle aussi de feux de camp. On a des feux de camp qui ont lieu un peu partout dans l'atmosphère du Soleil. Et on pense que ces événements-là pourraient détenir la clé du chauffage, de pourquoi est-ce que l'atmosphère solaire est aussi chaude. Avec Solar Orbiter, on peut faire d'autres sciences. On peut par exemple regarder les comètes. Ça, c'était au tout début de la mission. On a pu voir des comètes dans un des télescopes qui regardent au-delà du Soleil. Le Soleil est sur notre droite. On peut voir les queues de la comète. Alors pareil, je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a eu une comète Atlas, je me rappelle plus le nom. J'entends le nom dans la salle. Pareil, Solar Orbiter a pu passer dans la queue de la comète. Donc il y a pas que de la physique solaire, il n'y a pas que de la physique spatiale que l'on peut faire, il y a aussi de la physique, par exemple, des comètes que l'on peut faire, et aussi de la physique des étoiles. Des fois, on a des programmes d'observation qui nous permettent de regarder des étoiles au-delà du Soleil. Alors comme Solar Orbiter a une orbite assez alors pas complexe dans le sens où c'est pas l'orbite terrestre, en fait, de temps en temps, on passe aussi derrière le Soleil. Et à l'heure actuelle, c'est la seule sonde qui nous permet de faire des clichés du Soleil derrière le Soleil, la face cachée en quelque sorte du Soleil. Alors le Soleil tourne sur lui-même, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Et cette région-là que vous voyez qui apparaît dans le champ de vue de Solar Orbiter, paf, elle passe derrière. Alors, je crois que la vidéo, elle tourne, donc elle passe devant la Terre, donc là c'est vu depuis la Terre, et paf, elle passe derrière, ça s'est pris par Solar Orbiter, je vais la repasser. Et en fait, la raison pour laquelle on s'est intéressé à cette région, c'est que c'est cette région-là qui a donné les tempêtes géomagnétiques qui ont créé les aurores au mois de mai. Donc c'est cette région qui est à l'origine de toutes les tempêtes solaires, ensuite les tempêtes géomagnétiques sur Terre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand elle est passée derrière, on a pu voir que le Soleil, que cette région active continuait en fait à érupter, à envoyer beaucoup d'énergie. Elle a notamment envoyé l'une des plus grandes éruptions en termes d'énergie de ce cycle, du cycle solaire. Et en fait, on n'aurait pas pu le savoir sans avoir Solar Orbiter derrière le Soleil. Donc ça nous permet aussi de faire en quelque sorte du monitoring du Soleil de manière permanente quand on a la sonde derrière le Soleil.
Alors, ça nous permet aussi d'avoir des études un peu multi-points de vue du Soleil. Là, c'est des vues depuis la Terre. On a ces énormes tempêtes solaires là, qui partent du Soleil. Et ça, c'est vu depuis Solar Orbiter, qui est donc sur le côté. On est à 90 degrés, on regarde la même région. Et ça nous permet en fait de faire de la triangulation, de voir en quelque sorte en 3 dimensions les éruptions solaires. Alors j'ai parlé des pôles. C'est une vue des pôles du Soleil. Encore une fois, c'est une animation. On voit que c'est très dynamique. On a plein vraiment des tout petits jets de matière. Alors, vous allez dire peut-être qu'on abuse un petit peu en termes de vocabulaire, mais comme ce sont des petits jets d'énergie de matière, on appelle ça des pico-éruptions. On a des éruptions, des nano-éruptions, et maintenant on a des pico-éruptions. On pense encore une fois que ça pourrait être à l'origine du chauffage de l'atmosphère, voire même ce qui va donner l'impulsion du vent solaire en premier lieu. Et je voulais vous montrer cette image où je vous avais montré la cartographie du champ magnétique. En fait, ici, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Non pas forcément parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est juste parce qu'on n'a pas les clichés, on n'a pas la mesure du champ magnétique. Et pour comprendre comment le champ magnétique se structure tridimensionnellement, en fait, il nous manque 2 pièces du puzzle, le pôle nord et le pôle sud du Soleil. Et donc à partir de l'année prochaine, et dans les années qui vont venir, le fait de pouvoir sortir du plan de l'écliptique et pouvoir aller mesurer le champ magnétique, aller prendre des clichés, ça c'est ce que l'on n'a jamais encore fait. On est vraiment en terra incognita. Je voulais vous montrer quelques clichés que je trouve assez fabuleux de la mission Cassini. Alors ça, c'est pas le Soleil, c'est Saturne, c'est les pôles de Saturne. Mais vous voyez ces structures assez intéressantes, hexagonales, que je crois les gens ne savaient pas jusqu'avant qu'on ait ces clichés-là. Et on a aussi les pôles de Jupiter avec la mission Juno. On va avoir une nouvelle mission qui est partie là récemment, JUICE aussi, qui va nous donner des clichés fabuleux de Jupiter. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'en fait, on est tout le temps, on découvre tout le temps des choses. Mon grand-père aime me faire la blague que bon, tu cherches, mais quand est-ce que tu trouves? J'ai envie de dire, on trouve tout le temps, mais on cherche aussi tout le temps parce qu'à chaque fois qu'on trouve, en fait, il y a d'autres questions qui apparaissent. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer quand on va voir les prochains clichés du Soleil. Qu'est-ce qu'on va avoir dans les prochaines semaines? On a un nouveau lancement de l'Agence spatiale européenne. Alors, c'est un lancement qui va se faire en collaboration avec l'Inde. C'est la première fois que l'Inde lance une mission européenne solaire. Ils ont déjà lancé leur mission à eux solaire il y a quelques temps. Mais là, dans quelques semaines, début décembre, on va lancer Proba 3. C'est une mission en quelque sorte d'investigation technologique, c'est-à-dire on va faire des essais technologiques. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que je vous ai parlé d'éclipses artificielles. Et ce que l'on faisait jusqu'à présent, c'est qu'en fait, on cachait le soleil. C'est un peu comme si je cachais cette lumière avec ma main. Et là, on va faire un vol en formation de 2 satellites, dont un, alors j'ai une petite animation ici, un qui va venir cacher le Soleil devant l'autre télescope qui va donc capter la lumière tout autour du Soleil. Donc une éclipse artificielle avec 2 satellites en formation. Donc c'est pour tester la capacité à faire du vol en formation de satellites. Je finis par une perspective un peu plus lointaine. J'ai parlé des sondes voyageurs, le fait qu'on est parti aller visiter Jupiter, Saturne, etc. Nous, sur Terre, on ne peut pas voir les autres planètes passer devant le Soleil du fait de notre position. Par contre, on peut voir Mercure et Vénus passer devant le Soleil. C'est ce que l'on appelle un transit de planète, c'est ce que l'on voit ici. Là, c'est le transit de Vénus devant le Soleil, donc qui a été pris par la sonde Solar Dynamics Observatory. Alors, c'est une éclipse ratée, en quelque sorte, dans le sens où Vénus, le disque apparent est tellement petit que ça n'éclipse pas du tout le disque solaire. Mais c'est pour vous montrer que, en fait, nous, on le voit, on peut le voir même avec des télescopes dans son jardin, le transit de Mercure ou de Vénus devant le Soleil. Mais en fait, c'est pour vous dire que c'est ce que l'on fait aussi dans d'autres domaines de l'astronomie, de l'astrophysique, qui est d'aller regarder le transit d'exoplanètes, des planètes au-delà de notre système solaire, qui transitent autour de leur étoile. Et en particulier, il y a des télescopes assez phénoménaux, que ce soit au sol, mais aussi en vol. Et donc là, récemment, je me suis beaucoup intéressée à la mission James Webb Space Telescope, qui n'est pas du tout mon champ de recherche, mais que je trouve extrêmement fascinant parce qu'on a la capacité maintenant, non pas juste de regarder le transit des planètes devant leur étoile, mais aussi de capter la lumière, de faire de la spectroscopie, pour appeler l'analyse de la lumière, qui passe maintenant dans l'atmosphère des planètes du système solaire.
Donc c'est pour vous dire en fait que comment le Soleil fait la pluie et le beau temps dans notre système solaire, c'est aussi en fait pouvoir extrapoler ou pouvoir comprendre un peu mieux comment les étoiles font aussi la pluie et le beau temps dans leur système, ce qu'on appelle les systèmes stellaires, et éventuellement se demander est-ce qu'il y a des tempêtes stellaires? Est-ce qu'il y a des tempêtes géomagnétiques sur les exoplanètes? Est-ce qu'il y a des aurores sur ces planètes, sur ces exoplanètes? Et ultimement, la question de est-ce qu'il y a quelqu'un pour regarder ces aurores sur ces planètes, sur ces exoplanètes? Voilà, je finis là. J'espère que ce voyage vers le Soleil et au-delà vous inspirera à apprécier notre Soleil, surtout cet hiver. Merci beaucoup.